Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la correction du contrôle de mathématiques numéro 3 de première générale. Il était question de trigonométrie et de nombres dérivés. On va donc commencer par corriger le premier exercice, qui était un QCM. Pour chacune de ces questions, il n'y avait qu'une seule bonne réponse, il fallait la trouver. Aucune justification n'était demandée, mais dans le cadre de cette correction, je vais évidemment justifier pourquoi j'entoure telle ou telle réponse. Alors, ici, je vous rappelle le principe, c'est que quand je prends le cercle trigonométrique, si je choisis un nombre sur le cercle trigonométrique, ce nombre-là correspond à un point. Par exemple, si je prends le nombre pi sur 6, on sait que pi sur 6 correspond au point qui est quelque part par là. Mais, dans l'autre sens, si je prends ce point-là, il est associé à pi sur 6, mais pas seulement. Il est associé à pi sur 6 plus 2pi, par exemple. C'est-à-dire que si je pars de là et que je fais un tour complet du cercle, je vais revenir ici. Mais je peux ajouter encore une fois 2pi, et encore une fois 2pi, etc. Autrement dit, j'ai pi sur 6 plus 2kpi, c'est-à-dire un multiple de 2pi. C'est-à-dire que je pars d'un point, je peux faire le tour du cercle autant de fois que je veux dans un sens ou dans l'autre. Ce ne sera pas le même nombre, mais ce sera le même point. Donc, l'idée, elle était là pour cette question 1. Donc par exemple, 29 pi sur 6, donc on voit qu'il y a un lien avec pi sur 6. Donc déjà, je vais écrire pi sur 6, et je vais me dire, par rapport à 2pi, comment je peux écrire pi sur 6? Alors plutôt, c'est dans l'autre sens qu'on va le faire. C'est-à-dire que si j'ai le nombre de pi, comment est-ce que je fais pour faire apparaître pi sur 6? Alors dans ce sens-là, c'est beaucoup plus facile, puisque 2pi, c'est pareil que 12 pi sur 6. Il suffit de multiplier par 6. D'accord? 12 divisé par 6, ça fait 2. Donc 2pi est égal à 12 pi sur 6. Alors, qu'est-ce que je fais de ça? Maintenant, je prends le nombre 29 pi sur 6. 29 pi sur 6. Si on regarde, je pars de 12. Je peux ajouter 2 fois 2pi, donc 24, et dire que 29 pi sur 6, c'est 5 pi sur 6 plus 24 pi sur 6. Et 24 pi sur 6, c'est égal à 24 pi sur 6, c'est égal à 2 fois 2pi, puisque c'est 2 fois 12 pi sur 6, donc c'est 2 fois 2pi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 29 pi sur 6, je pars de 5 pi sur 6, qui est là, et je fais 2 fois le tour du cercle, et je reste à ce point-là. Donc ce qu'on constate, c'est que 29 pi sur 6 est associé au même point que le nombre 5 pi sur 6. Voyons voir ce qui se passe pour les autres. Si je prends 125 pi sur 6, 125 pi sur 6, alors je vais partir de 5 pi sur 6 aussi. Donc j'ai 5 pi sur 6, plus, d'après la somme sur les fractions, 120 pi sur 6. Et il se trouve que 120 pi sur 6, si vous faites la division, 120 divisé par 6, ça fait 20. Et 20, c'est 10 fois 2pi. Donc là encore, on retrouve le 5 pi sur 6, et on retrouve un multiple de 2pi. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, je fais 10 fois le tour du cercle. Donc, 29 pi sur 6 et 125 pi sur 6 sont tous les deux associés à 5 pi sur 6. Qu'est-ce qui se passe pour moins 31 pi sur 6? Moins 31 pi sur 6, c'est pareil que 5 pi sur 6. Et attention à cette fois-ci, si je veux aller à moins 31, il faut que j'enlève 36. Puisque 5 moins 36, ça fait moins 31. Et il se trouve que 36 pi sur 6, c'est 3 fois 2pi. C'est 3 fois 2pi parce que 36 est égal à 3 fois 12. Donc là encore, j'ai le nombre 5 pi sur 6 et un multiple de 2pi. De toute évidence, l'intrus, c'est moins 85 pi sur 6. Voyons voir pourquoi. Moins 85 pi sur 6, je fais comme les autres, je commence avec 5 pi sur 6. Pour arriver à moins 85, il faut que j'enlève 90. Donc ça fait 5 pi sur 6. Et là, si vous regardez bien, 90 divisé par 6, ça fait 15. Et 15,
c'est pas un nombre pair. Donc ça peut pas être quelque chose fois 2pi. Puisque si c'était quelque chose fois 2, j'obtiendrais un nombre pair. Or ici j'ai un nombre impair. Donc le moins 85pi sur 6 n'est pas associé au même point que les autres. La question 2, je vais la faire ici. La question 2 était beaucoup plus simple, puisque si a est égal à moins pi sur 4, vous aviez sinus a égale sinus pi sur 4, sinus a égale racine de 2 sur 2, etc. etc. Et en fait, la bonne réponse, c'est celle-ci. Ça, c'est juste à connaître par cœur que cosinus moins pi sur 4, c'est égal à cosinus pi sur 4. Et ça, c'est égal à racine de 2 sur 2. Donc là, c'était juste en appliquant les formules, on sait que la bonne réponse était celle-ci, et que les autres réponses étaient forcément fausses. Et enfin, si j'ai un réel x tel que sinus x égale 0,8, que vaut cosinus? Ce qu'il faut utiliser, c'est que cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1. Donc ce qui veut dire que cosinus carré x plus 0,8 au carré, donc 0,64, est égal à 1. Et on obtient donc que cosinus au carré est égal à 0,36. Et si le cosinus au carré est égal à 0,36, ça veut dire que le cosinus est égal à racine de 0,36, c'est-à-dire 0,6, ou bien moins 0,6. Donc ce qui veut dire que ça, ce n'était pas la bonne réponse, et ça, ce n'était pas la bonne réponse. Donc il nous restait le choix entre ces deux nombres-là, sauf qu'on sait que x est compris entre 0 et pi sur 2, et si je prends un nombre x entre 0 et pi sur 2, ça veut dire qu'il est ici sur le cercle. Et donc s'il est ici, ça veut dire que le cosinus, qui se lie en abscisse, est positif. Et si le cosinus est positif, ça veut dire que la bonne réponse, c'est celui-ci. Voilà pour l'exercice 1. Si on passe à l'exercice 2, on considère le nombre θ qui appartient à l'intervalle moins pi sur 2 tel que 8 sinus θ moins 3 est égal à 1. Il fallait calculer sinus θ. Alors je vais faire ça dans un coin ici. Donc je sais que 8 sinus θ moins 3 est égal à 1. Au final, il suffit de résoudre cette équation. Donc ça veut dire que 8 sinus θ est égal à 4, forcément, puisque j'ai quelque chose moins 3 qui vaut 1. Donc c'est forcément 4 moins 3 qui est égal à 1. Donc 8 sinus θ est égal à 4, et donc j'obtiens que sinus θ est égal à 1 demi. Parce qu'en gros, c'est égal à 4 sur 8, et donc sinus θ est égal à 1 demi. Donc là, ça répond à la première partie de la question, sinus θ est égal à 1 demi. Pour la deuxième partie de la question, on nous disait, oui, à quel nombre cela correspond? Donc, si le sinus est égal à 1 demi, on sait que sur le cercle trigonométrique, ça correspond à 2 points. Ces 2 points correspondent chacun à une infinité de nombres. Donc, a priori, il y a une infinité de nombres θ, tels que sinus θ est égal à 1 demi. Mais, on sait que θ appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Moins pi sur 2, c'est ici, pi sur 2, c'est là. Donc, θ appartient aux nombres qui sont ici. Et donc d'après votre cours, le seul nombre entre moins pi sur 2 et pi sur 2 dont le sinus est égal à 1 demi, vous savez que c'est pi sur 6. Donc puisque θ appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, alors forcément, θ égale pi sur 6. Okay, donc un sinus égal à 1 demi, il y a une infinité de réponses possibles, mais à partir du moment où je donne un intervalle précis, ben, j'ai plus une infinité de réponses, j'en ai uniquement une seule, pi sur 6. À partir de là, la question 2 devenait facile. Il fallait déterminer le cosinus. Eh bien, cosinus pi sur 6, c'est à connaître par cœur, c'est racine de 3 sur 2. Concernant la question 3, en détaillant les calculs, justifiez que 5pi sur 6 et 37pi sur 6 vérifient également l'égalité E. Pour ça, il fallait là aussi utiliser le cours. On sait que 5pi sur 6, c'est égal à 6pi sur 6 moins pi sur 6. Autrement dit, c'est égal à 5pi sur 6. Pardon, je vous dis des bêtises. C'est vrai, hein, c'est égal à 5pi sur 6, mais c'est pas ça qui m'intéresse.
Donc j'ai 6pi sur 6 moins pi sur 6, donc c'est égal à pi moins pi sur 6. Or, dans votre cours, vous savez que sinus pi moins pi sur 6 est exactement égal à sinus pi sur 6. Ce qui veut dire que sinus 5pi sur 6 est égal à sinus pi sur 6. Et donc, puisque ces valeurs-là sont égales, ça veut dire que ici, l'égalité E est vérifiée. Pour 37pi sur 6, on applique le même raisonnement que dans l'exercice 1, c'est-à-dire qu'on dit que 37pi sur 6 est égal à pi sur 6, plus 36pi sur 6. C'est-à-dire que c'est égal à pi sur 6, plus 6pi. Mais 6pi, c'est 3 fois 2pi. Donc ça veut dire que le nombre 37pi sur 6, il se trouve à pi sur 6 plus 3 fois 2pi. Donc en fait, il se trouve exactement au même niveau sur le cercle trigonométrique. C'est le même point qui correspond à pi sur 6 et à 37pi sur 6. Parce que je pars de pi sur 6 et je fais 3 fois le tour du cercle. Donc on en déduit que sinus 37pi sur 6 est égal à sinus pi sur 6. Et donc là encore, l'égalité, le E, est vérifiée. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire pour la trigonométrie. Il faut vraiment connaître vos formules sur le bout des doigts, parce que ces choses-là, c'est que du cours. Et donc si vous ne connaissez pas votre cours, évidemment, vous ne pouvez répondre à aucune question. Donc il faut bien connaître son cours parfaitement. C'est fini pour la trigonométrie. On passe au nombre dérivé. L'exercice 3 était un petit exercice classique, on va dire. Hein. Donc là encore, c'est des méthodes qu'il faut absolument connaître par cœur. Et donc, on vous donnait la courbe représentative d'une fonction g. Vous aviez deux tangentes, la tangente TA qui était la tangente à la courbe au point d'abscisse, au point A, donc qui a pour abscisse moins 1, et TB était la tangente au point B qui a pour abscisse 2. On vous demandait de déterminer graphiquement l'image de moins 1, l'image de 2, G' de moins 1, G' de 2. Alors, l'image de moins 1, c'est tout simplement l'ordonnée de A, donc c'est égal à 2. Et l'image de 2, c'est l'ordonnée de B, c'est égal à moins 1. En revanche, quand il faut déterminer G' de moins 1, là vous savez par cœur que le nombre dérivé correspond au coefficient directeur d'une tangente. Donc ici, puisque je suis au niveau du moins 1, je dois regarder le coefficient directeur de la tangente TA. Ce coefficient directeur, comment on le trouve? On dit que je pars de A, je me décale de 1, et je vois que pour revenir sur la droite, il faut que je descende de 2. Donc le coefficient directeur ici est égal à moins 2. Et le coefficient directeur de la tangente en B, c'est le même principe, je pars de B, je me décale de 1, mais là on voit qu'en me décalant de 1, je ne sais pas de combien je monte. Donc je ne vais pas me décaler de 1, je vais me décaler de 3, et quand je me décale de 3, je vois que je monte de 1. Le coefficient directeur est donc égal à 1 tiers. À partir de là, il fallait trouver les équations réduites de TA et de TB. La formule générale pour une équation réduite de tangente, c'est y égale g' de A facteur de x moins a plus g de A. Donc, pour la droite TA, il suffisait d'écrire y égale donc, le point A pour abscisse moins 1, donc g' de moins 1, facteur de x moins moins 1, plus g de moins 1. G' de moins 1, on a déterminé que c'était égal à moins 2. X moins moins 1, c'est égal à x plus 2. Et g de moins 1, c'est égal à 2. On développe, on simplifie, ça fait moins 2x moins 4 plus 2.
Et donc on obtient ici moins 2x moins 2, y égale ça. Alors, je réfléchis parce que je me rends compte que j'ai dû faire une erreur. Alors déjà ici c'est moins a. L'erreur est ici. J'ai écrit x plus 2. C'est pas du tout x plus 2. Vous l'aviez peut-être vu. Hein. C'est x plus 1. Donc ça fait moins 2x moins 2 plus 2. Ça fait moins 2x. Voilà, désolé pour cette petite erreur. Ceux qui s'en étaient rendus compte pendant mon explication, bah, c'était très bien. En effet, là, j'avais fait une petite erreur. Alors, pour TB, y égale, alors la tangente elle est au point d'abscisse 2, donc ça fait g' de 2 facteur de x moins 2 plus g de 2. On essaie de cette fois-ci de ne pas faire d'erreur. G' de 2 est égal à 1 tiers, facteur de x moins 2 plus g de 2 qui est égal à moins 1. Donc ça fait plus moins 1. Je développe, je simplifie, ça fait 1 tiers de x moins 2 tiers, et le moins 1, je vais l'écrire directement 3 tiers, ce qui permet d'avoir y égale 1 tiers de x moins 5 tiers. Voilà, c'est tout ce que vous aviez à faire dans cet exercice. Donc c'était de la lecture graphique et appliquer la formule. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On passe enfin au dernier exercice. Exercice 4, une voiture est arrêtée à un feu rouge à la sortie d'une agglomération. On considère la fonction d définie par d de x égale 0,1 x carré plus 4x. Au moment où le feu passe au vert, la voiture accélère de façon régulière et on admet que d de x, c'est la distance parcourue en mètres par la voiture au bout de x secondes. Donc la première question était pour vérifier que vous aviez bien compris l'énoncé. Donc la question 1a par exemple, calculer la distance parcourue au bout de 1 seconde. Eh bien il suffisait de remplacer x par 1. Donc d de 1 égale 0,1 fois 1 au carré plus 4 fois 1, et on obtenait 4,1. Donc au bout de 1 seconde, la voiture a parcouru 4,1 mètres. Voilà. La question B, on vous disait calculer d de 10 et interpréter le résultat. Donc d de 10, c'est 0,1 fois 10 au carré plus 4 fois 10. 0,1 fois 100, ça fait 10. Et plus 4 fois 10, on trouve 50. Quelle est l'interprétation? L'interprétation, c'est qu'au bout de 10 secondes, la voiture a parcouru 50 mètres. Voilà, donc la question 1, c'était vraiment juste, est-ce que vous avez compris l'énoncé, est-ce que vous êtes capable de remplacer et d'interpréter? Dans la question 2, on vous dit que la vitesse instantanée de la voiture est égale à d' de a après a secondes. Donc par exemple, puisque d' de 10 est égal à 6, donc ça on ne vous demandait pas de le justifier, hein, comment on interprète ça? C'est-à-dire qu'au bout de 10 secondes, je sais que la voiture a parcouru 50 mètres, et je sais que sa vitesse au moment pile des 10 secondes est de 6 mètres par seconde. Alors, à l'aide de la calculatrice, il fallait déterminer d' de 2 et interpréter le résultat. Alors, je ne vais pas faire la manipulation à la calculatrice ici, mais vous deviez trouver que g' de 2 était égal à 4,4. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'au bout de 2 secondes, la vitesse de la voiture hein, est 4,4 mètres par seconde. La question B demandait un peu plus de calcul, puisqu'on vous demandait de vérifier que la vitesse instantanée de la voiture au bout de 15 secondes est égale à 7 mètres par seconde, et il fallait détailler les étapes. Autrement dit, ici, il fallait calculer le nombre dérivé
en 15. Donc puisqu'il faut calculer le nombre dérivé, ça veut dire qu'on doit calculer d de 15. Donc d de 15, c'est 0,1 fois 15 au carré moins 4 fois 15. Pardon, pas moins 4 fois... C'est pas moins, c'est plus 4 fois 15. Donc là, vous preniez votre calculatrice, vous faisiez le calcul, et vous trouviez 82,5. Ensuite, il fallait calculer d de 15 plus h. Donc là, ça faisait 0,1 fois 15 plus h au carré, plus 4 fois 15 plus h. Donc c'est vraiment exactement la même méthode qu'en cours pour calculer le nombre dérivé. Hein. Donc ça fait 0,1 facteur 2. Donc on va faire 15 au carré, plus 2 fois 15 fois h. Hein. Autrement dit, je suis en train d'utiliser l'identité remarquable, plus h au carré. Tout ça, plus 4 facteur de 15 plus h. Ben ça, je peux directement faire le développement. 4 fois 15, ça fait 60. Donc ça fait plus 60, plus 4h. Maintenant, on peut développer par 0,1. 15 au carré, ça fait 225. Donc fois 0,1, ça fait 22,5. Ici, on va obtenir 30 fois 0,1, donc 3h, plus 0,1h au carré, plus 60, plus 4h. Bon, je vais un petit peu vite parce que c'est vraiment que du calcul, mais n'hésitez pas à poser vos questions si il y a certaines étapes qui ne vous paraissent pas claires. Donc on obtient 0,1h au carré, plus 7h, plus 82,5. Bien, maintenant, pour h différent de 0, je peux calculer le taux d'accroissement. Je peux calculer d de 15 plus h moins d de 15 sur h. Et ce que vous remarquez en fait, c'est que comme d de 15 est 82,5, les deux 82,5 vont se simplifier. Donc je vais avoir 0,1h au carré plus 7h sur h. Donc j'ai pas écrit le 82,5 qui se simplifie. Je factorise par h, donc ça fait h, facteur de 0,1h plus 7, divisé par h. Ça se simplifie, et j'obtiens donc 0,1h plus 7. Conclusion de notre histoire, des primes de 15, on sait que c'est la limite de ce taux d'accroissement lorsque h tend vers 0, et lorsque h tend vers 0, on obtient bien 7. Ce qui était bien demandé, puisqu'on voulait que la vitesse soit de 7 mètres par seconde. Voilà, donc je répète, je suis allé un peu vite parce que c'était que du calcul, mais il faut bien connaître cette méthode par cœur. Pour calculer un nombre dérivé, il faut déterminer donc le taux d'accroissement et calculer ensuite la limite du taux d'accroissement lorsque h tend vers 0. C'est terminé pour cette correction. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez des questions, des remarques, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.